Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le 28 novembre 2025. Il est 8 heures et comme chaque matin, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Alors aujourd'hui, Dr Fathi Benachnoui sera parmi nous puisque c'est la période par excellence de vaccination contre la grippe saisonnière. Alors, connaît-il de son importance qui sont surtout les prioritaires par rapport à cette vaccination? Sabel Hadjamar nous emmènera du côté du Tassili Nadjer et cette fois-ci, elle va nous faire découvrir un arbre plusieurs fois millénaire, un arbre emblématique de cette région. Alors, paraît-il, son existence se situe entre 2000 et 4000 ans et il s'agit donc du cyprès du Tassili Nadjer qui est appelé par les Touaregs par Tarout. Voilà, donc elle reviendra sur cet arbre, sur son histoire et sur son importance donc pour l'équilibre écologique de la région. Aussi, nous irons du côté de Ouergla aujourd'hui, comme chaque vendredi, en compagnie de notre ami Farhad Mouzaoui, en compagnie de ses invités. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant cela, ça va être une pause musicale en compagnie donc du regretté Hadj Mohamed Lanqa qui nous a quittés il y a déjà 47 ans aujourd'hui. C'est justement l'anniversaire de sa disparition. Très bonne écoute, on se retrouve juste après. Voilà, très belle interprétation donc du cardinal Hadj Mohamed Lanqa, Allah yarhamou saleh. Et cette fois-ci, donc nous allons ouvrir votre compagnie dossier santé. Nous allons donc nous intéresser à la campagne de vaccination et ce sera juste après cela. Et c'est avec Dr Fathi Benachnoui que nous allons parler donc de vaccination. Docteur, bonjour. Bonjour, صباح الخير. توحشناك دكتور. يتوحشك الخير، يتوحش انا ثانيك وحشتوني يعني شونسون تاع ورده الله يرحمها ويوسع عليها. وحشتوني الله يرحمها. الله يرحمها ويوسع عليها. Comment ça va docteur? Ça va. Ça se passe bien?
Ça roule. Il pleut, il a plu, il va pleuvoir, Inch'Allah. C'est ça qui est Et important. c'est très bon pour le moral, pour la terre, pour le climat, pour la pollution. Vous connaissez la chanson On est bien servi. Dancing in the Rain. C'est... Frank Sinatra, je crois. Non, Non? c'est un type mince. Frank Sinatra, c'est le crooner. D'accord. Et le Alors, type, au c'est- fond des yeux, il regarde. Jane Kelly, c'est ça? Jane Kelly, oui, Oui. je crois. Voilà. Dancing, un truc, c'était mouillé. Le C'était parterre. complètement mouillé avec le petit parapluie, et puis et légèrement les- éclairé. Et les claquettes. Les voilà. claquettes, les chaussures avec claquettes. Il n'y a plus ça. Maintenant, il n'y a que... oh, oh, oh. Oui, chaque génération a sa culture, effectivement. Alors, docteur, toujours fidèle à l'éducation sanitaire, n'est-ce pas? À la vie, à la mort. Ah, comme on effectivement, et nous en avons effectivement toujours besoin. On n'en parle jamais assez. Même si on en parle tous les jours, c'est jamais assez. Et c'est la période propice justement pour la vaccination, docteur, n'est-ce pas? dit. Sophie, dans votre introduction, il a dit on en parle toujours. Oui. Je Et c'est trouve jamais assez. Qu'on n'en parle pas assez. C'est jamais assez de toute façon. Pour parler de la grippe. Quand je discutais au téléphone avec Myriam, le sujet, on discute, je reconnais qu'elle a ça, Oui. toujours qu'elle s'intéresse au sujet. J'ai dit, on va parler de la grippe. Elle a dit, la grippe saisonnière, Oui. l'influenza. Elle m'a dit, mais on en a parlé, tout ça. Eh bien, figurez-vous, au moment où je parlais, je revenais d'une petite ville, ici, du côté de l'ouest, et j'étais dans une poste. Dans une poste qui était... Et là, j'en profite. Un bureau de poste, c'est ça? Un bureau de poste. D'accord. Et là, j'en profite pour saluer l'ensemble du personnel des classiques PTT. Moi, je Oui, fais... oui, qui sont ils ont un boulot merveilleux, mais ils sont hyper exposés. Ce bureau de poste était plein de gens, c'est normal parce que c'est la fin du mois, les retraités, les pensions. les salaires, c'était le moment des tout salaires, ça, c'est effectivement. normalité. Et ce qui m'a frappé, c'est ce qu'on appelle les guichetiers, ceux qui sont au guichet et qui respirent tout ça. C'est vraiment fermé. Mais ils sont super exposés au virus de la grippe, qui est un virus aérien, c'est-à-dire Oui. qu'il se balade. J'ai posé la question à la guichetière. J'ai dit, madame, est-ce que vous êtes vaccinée contre la grippe? Elle m'a dit quoi? À quoi ça sert? Ça m'a. Il faut justement en parler. On ne parle pas assez. Et la grippe, d'après certains experts internationaux, la grippe de cette année risquerait, je dis le conditionnel, d'être vraiment assez méchante. Oui. Il semblerait, j'utilise toujours le conditionnel, qu'il y ait eu une fusion entre oui. le virus de la grippe et le coronavirus. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à Myriam, non, je trouve qu'on ne parle pas assez du vaccin. Parce que la grippe saisonnière peut être extrêmement dangereuse. Surtout quand c'est une femme, surtout quand elle est enceinte, parce qu'il y en a encore qui disent « Ah, la femme enceinte, moi, non. » Au contraire, elle est hyper exposée, elle risque de perdre son bébé, son fœtus, et elle risque d'avoir des problèmes d'handicap au niveau du fœtus. Et surtout, là où vous avez une toux sèche, comme on dit, surtout ceux qui présentent... Voilà, il y a Clément qui profite de l'occasion et me dit « Ah, il te faut un vaccin, là !» Non, c'est important. Quand on a des problèmes d'appareil respiratoire, une toux sèche, un asthme, comment on appelle ça, une allergie, tous ces éléments-là, on est au premier rang, mais tout au premier rang, d'être fracassé par le virus de la grippe qui tue chaque année et on ne parle pas assez. On a une chance énorme, et je peux témoigner en tant que médecin et en tant qu'Algérien, que depuis des décennies, l'Algérie, le ministère de la Santé, met à la disposition gratuitement qu'on achète à l'étranger, qu'on paye en devises, gratuitement, entre 65 ans et ça c'est gratuit,
Deuxièmement, même si on veut acheter dans une pharmacie parce qu'il est disponible en pharmacie, c'est toujours gratuit si on présente une fiche de malade chronique. Moi, je pense qu'il faut élargir ça aux gens qui travaillent les guichets, par exemple la police, les journalistes, tout ça. Ça devrait être obligatoire parce que je ne fais pas l'oiseau de mauvais augure, mais si on a une grippe assez sévère, parce que dans l'histoire de la grippe, il y a la grippe espagnole à travers le monde. Et la grippe espagnole, c'était une grippe normale, mais il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas, et ça a fait des millions de morts. Donc, il faut faire attention à ça, et ça a une répercussion économique. Moi, j'aimerais bien qu'un jour on fasse une rubrique sur l'économie de santé. Vous savez que la grippe occasionne, ça c'est des études qui ont été faites à l'étranger, occasionne des arrêts de travail. Des arrêts de travail, c'est une lourde charge pour la caisse de sécurité sociale et ça a un impact sur la production parce que les gens sont absents. Et vous savez pourquoi certaines entreprises vaccinent obligatoirement leur personnel, c'est pour qu'il n'y ait pas un arrêt de production à cause des arrêts de travail. Et on a droit, quand on a la grippe, à un arrêt de travail de 3 jours. Oui. Et je parle en tant que médecin, hein, pas de... Et ça, c'est important. Et on ne parle pas assez du vaccin qui est là. Alors justement, docteur, c'est la période par excellence pour se faire vacciner. Contre la grippe. Contre la grippe, effectivement. Et alors, parlons encore une fois des personnes prioritaires, en plus des personnes les plus fragiles, en plus donc des femmes enceintes. Des femmes enceintes, des gens qui présentent des allergies respiratoires, qui ont des problèmes. Parce que c'est un virus qui est aérien. Chaque virus, comment il se déplace? C'est un virus aérien. Par exemple, le VIH-Sida, il utilise le sang. Il se balade dans le sang. Tandis que là, c'est un virus aérien. Et il faut savoir que quand on parle, on émet ce qu'on appelle les gouttelettes de Pulgar. Oui. C'est des gouttelettes, on ne les voit pas, mais ce n'est pas les gens qui postillonnent. Ça, ce qui postillonne, vous êtes tout près, ça. Oui. Non, là, il faut minimum, pas 1 mètre, il faut minimum 2 mètres entre vous et l'interlocuteur. Les gens, comme j'ai dit, qui ont des problèmes respiratoires, et surtout si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez des problèmes de maladies chroniques dans le sens le plus large, et la thyroïde, beaucoup d'éléments et surtout j'insiste sur la femme enceinte parce que ça détruit totalement et elle est prioritaire. On a ça dans l'esprit, ah non moi je suis enceinte. Vous savez que quand une femme est enceinte, il y a une femme normale, c'est un courant. Quand elle devient enceinte, c'est une autre femme. Et ce qui caractérise, c'est qu'il y a une chute de son système immunitaire. Vous voyez qu'à cause de la grossesse, elle est exposée au ravage du virus de la grippe. Et j'inclus dans ça, actuellement, il y a la vaccination contre la polio. Oui. Et il y a une chose, c'est que l'Algérie, et je parle en tant que médecin et en tant qu'Algérien, a une longue expérience dans la polio. On l'a, j'ose dire le terme, excusez-moi, on l'a éradiqué. Mais il y a toujours, quand vous ne vaccinez pas, par exemple, votre enfant, je parle aux parents, votre enfant, il est à l'école. Mais dans l'école, il y a toujours un enfant qui n'est pas vacciné. Oui. Et il va porter atteinte à tous les enfants. Donc, il faut les protéger par la vaccination anti-polio et c'est organisé. Après, au niveau de l'école, docteur, il faut dire que les UDS, justement, font un travail colossal parce qu'il y a un suivi. Donc, même si les parents n'ont pas eu la présence d'esprit de vacciner à la naissance, par exemple, il y a toujours cette révision, ce suivi au niveau des écoles. Ce que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais saluer d'abord les mamans algériennes. C'est elles qui sont très... Oui. Et vous êtes un exemple vivant. C'est un enfant, mon enfant. Je fais de mon mieux, hein. Non, c'est vrai, vous êtes un exemple, vous êtes. Merci beaucoup. Nous, les hommes, il y a des hommes qui sont, mais c'est les mamans. Je trouve qu'il faut prendre son carnet de vaccination, le bleu. Pourquoi? On ne va pas le vacciner, on va voir son état vaccinal. On parle d'un état vaccinal. Et le carnet le montre. Et là, il faut voir s'il n'y a pas un vide
Moi, je me souviens d'une maman qui m'a dit: ah oui, j'ai pas vacciné. رحت للبلاد, il y avait le mariage de ma sœur. Donc il y a eu un vide. Si vous avez vacciné, mais s'il y a un vide, c'est comme si vous n'avez rien fait. Il faut prendre, à partir de demain, dimanche, votre carnet et se présenter dans les PMI. Cette merveilleuse PMI, protection maternelle et infantile, c'est elle qui va faire l'état de votre vaccination. Et ça, c'est le comble. Si vous n'avez pas de carnet de vaccination, il faut l'avoir. Surtout celui qui est actuellement en Algérie, avant la naissance, il suit la maman avant le grossesse, avant la grossesse, jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est une excellente, comment dirais-je, suivi finalement suivi. Des enfants. Et il y a en plus que je salue les collègues de ce qu'on appelle les UDS. C'est ça qui est important, il faut insister sur ça. UDS. Moi, je trouve que celui qui a trouvé le nom, il est merveilleux. Attention, ça a été il y a, vers les années 70, il y a longtemps. Unité de dépistage et de suivi. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Docteur, on rappelle que la vaccination, que les vaccins sont disponibles, ils sont gratuits, il faut profiter. Donc déjà, pour sa santé d'abord, pour l'économie, comme vous le dites si bien. Et les gens qui sont exposés. Voilà, et les gens qui sont exposés. Merci beaucoup. Docteur, on se retrouve très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, docteur. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une très, très belle exposition à laquelle 5 icônes, on va dire, de l'art pictural algérien participent. Et c'est Nawaïb El-Djilali qui s'y intéresse dans ce reportage. On se retrouve juste après. L'art pictural algérien moderne et contemporain, riche et diversifié, s'est construit à travers les œuvres de figures emblématiques qui ont su créer un langage visuel unique. En réunissant 5 artistes au niveau distinct mais profond, Mediamood Concept Store et Galerie devient héritier des ateliers et bouffées d'art, s'engageant ainsi dans la promotion de l'art, de l'artisanat et du design algérien. Je suis né dans une famille où il y avait un chanteur tchabi et un artiste peintre. Et avec le temps, la Casbah et tout, ils sont morts avec le temps. Et moi, je me suis dit, je vais essayer de fouiner ce qu'ils ont fait au Mafizouj. Et bien, ça a été très facile pour moi. Je suis passé au conservatoire avec l'Anka. J'ai eu mon premier prix du conservatoire, les Beaux-Arts. J'ai eu satisfaction et je suis devenu ce que je suis devenu. L'étoile, c'est des toiles qui racontent la vie quotidienne d'un. مثلا لو بان مور كنا صغار نروحوا مع والدينا يرسلوا لنا بابانا يمانا ايتو وثاني tout ce qui se passe sur le plan كيما قردايا مستغانم العواد هذوك les fantaisies et tout, moi ça me plaît beaucoup. Parce que quand des fois je fais des soirées, l'ouverture c'est une belle fantaisie. C'est un peintre prolifique, c'est un peintre constant avec ses tableaux. Il se bat avec ses tableaux, parfois il reste des heures et des heures. Et il nous arrive de nous critiquer, de discuter les toiles. Et la veille, on fait des esquisses pour pouvoir bien travailler le lendemain. Et chacun ses produits. Lui, c'est l'huile, moi, c'est l'acrylique. J'adore ses sujets, j'adore sa peinture et je l'admire beaucoup. Ça fait 40 ans de carrière. Guetta Zerarti, Assisen, Chegran et Bourdine ont créé un langage fascinant entre des tableaux aux sujets différents. Réunis dans un même espace, les œuvres se répondent grâce à une scénographie intellectuelle qui souligne leurs points communs. Ainsi, le visiteur découvre une diversité cohérente et harmonieuse.
Une exposition collective à laquelle je participe, avec quand même 9 tableaux, mais qui se caractérisent par des techniques différentes. Là, il y a une série de 5 tableaux. C'est une technique plurielle sur carton. J'utilise à la fois l'acrylique, je commence par l'acrylique, et je termine par l'huile et le vernis. Il y a aussi une autre technique, c'est le collage. J'utilise le collage pour que la texture soit tout à fait différente. Au-delà de la simple monstration d'œuvres, cette exposition remplit un rôle essentiel de médiation culturelle, permettant au public de découvrir des artistes ayant marqué l'histoire de l'art algérien. Elle a également démontré l'importance des lieux alternatifs dans la démonstration de l'art et l'émergence de nouvelles formes de diffusion. Et de retour sur le plateau, et c'est effectivement une très très belle exposition, et c'est donc Nawal Benjilani qui s'y est intéressé. Cette fois-ci, Samira Hadjamar, qui est déjà parmi nous, va nous emmener du côté du Tassili Nadjer pour nous faire découvrir cette fois-ci un arbre emblématique de la région, et ce sera juste après cela. Emblématique du monde, tu disais, Sam. Bonjour. Bonjour Noël. Marhaba, comment ça va? Très très bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Surtout avec la pluie en ce moment. Oui, le froid, la pluie, la neige, le soleil, on a tout. Et finalement, ça a un impact sur le moral. sur le moral, hein, finalement. Hein. Bah, N'est-ce pas? oui, on aime bien, il nous a Ouais. manqué le froid. Un adage disait lorsque la pluie tombe, les esprits se lavent. Quand après la pluie, il y a beaucoup de poissons aussi. Oui, Et puis c'est bien pour les agriculteurs, pour effectivement. la terre. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Il fait beau chez nous toute l'année. De Effectivement, temps en temps, la pluie, c'est très bien. c'est très bien. Et donc, tu vois, Et nous c'est très bien amener- pour la nature. Et c'est très bien pour la nature, et Surtout notamment. que, par exemple, dans Tassili Nadjer, il pleut pas beaucoup. Il pleut 30 mm par an, c'est pas beaucoup, mais assez pour que le tarot, donc le poumon du Tassili Nadjer, puisse survivre depuis des millénaires. En fait, c'est le sujet aujourd'hui. On va parler d'un arbre. C'est donc ce que les Touaregs appellent en tamashek le tarot, c'est-à-dire le poumon du Sahara. Voilà, tu l'as déjà vu? Le tarot, Oui, tarot. peut-être que je l'ai vu, On mais l'a je ne vu. savais pas que c'est forcément le secret Alors, il du- est très emblématique. C'est le plus ancien arbre, Ah, c'est celui-là, si. Alors, si. je l'ai voilà, vu. connu en Afrique. Et il fait partie des 12 espèces menacées dans le monde. En fait, lui, dès le départ, dès qu'il a été découvert en 1925, il était déjà en voie de disparition. En voie de disparition. Voilà. Mhm. Donc, il est découvert en 1925 par Duprez. D'ailleurs, il porte son nom. Il a été 1 an ou 2 ans après, appelé, surnommé officiellement le cyprès de Duprez. Nous, on l'appelle, il s'appelle aussi le cyprès du Tassili, ou alors tarot pour les Touaregs. C'est un mot en tamashek. Voilà. Donc, où est-ce qu'il est? Il est dans le Tassili des Nadjer, c'est-à-dire à Djanet, c'est-à-dire au sud-est de l'Algérie. Et il est localisé principalement autour, tout le long des oueds, dans des régions, on ne va pas toutes les citer, il vaut mieux pas d'ailleurs, par exemple dans la vallée de Tamrit. Voilà. On le retrouve rarement parce que l'inventaire qui a été fait, donc les premières années, c'était pas beaucoup, 30, 33. Et puis, il y a eu Saïd Grim, qui est forestier, qui lui travaillait à l'époque, dans les années 70, travaillait à l'office du parc, en fait, du Tassili. L'Algérie, à l'époque, avait créé une réserve, on va dire, contrôlée pour la protection et la continuité, en fait, pour protéger la conservation par exemple, des gravures rupestres. Parce que le Tassili Nadjer, c'est des forêts fossilisées et c'est plus de 15 000 gravures rupestres documentées, donc connues. Donc c'est un espace qui est déjà classé à l'UNESCO. L'arbre, donc le cyprès du Tassili, est classé par extension. Tout ce qui est dans le secteur des Tassili Nadjer est protégé par l'État et est protégé par
par l'UNESCO, donc c'est un bien mondial, donc vraiment à protéger. L'arbre a souffert dès le départ. Pourquoi? Parce que par exemple, quand il y a eu les missions scientifiques de Lot, donc Lot c'est celui qui a fait la transcription de toutes les gravures rupestres connues avant l'indépendance d'Algérie, et ben, ils ont utilisé du bois. Pour faire du feu. Voilà. On a l'impression que c'est un bois mort, et même, je pense qu'à l'époque, ils ne savaient pas l'importance de cet arbre. Donc jusqu'à aujourd'hui, les gens le font. Hein. Les gens, quand ils vont bivouaquer, ils trouvent un arbre, ils arrachent. Sauf que le cyprès du Tassili est très difficile. Les Touaregs le cassent avec des pierres. Parce qu'on ne peut pas arriver avec une, je veux dire, arrachée et tout. Donc déjà, il est très difficile, même mort. Hein. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il, on va dire, il s'est adapté à un environnement hyper aride. Il peut, avec ses racines, puiser de la nappe phréatique. Donc il est très loin de l'eau. Il a besoin d'eau, bien sûr, mais il est très loin et il arrive quand même à survivre. Et il a plus de 2000 ans. Il a 2000 ans selon Monod. Et selon Fatih Abdoun, qui a travaillé, qui a publié sur le tarot, en fait, il a entre 600 ans et 2400. Mais en réalité, pour les plus vieux, il est mentionné 4000 ans. Donc, pour te dire, c'est un arbre qui est très très vieux. C'est un miracle de la nature en fait. Il arrive à survivre dans un climat qui est hyper aride, il n'y a pas d'eau, il ne pleut pas, et il est loin des oueds, enfin pas très loin, mais il puise de la terre et il se multiplie. Tout le monde connaît le Tassili, c'est 72 000 km². Il évolue, lui, sur un rayon de 700 km, soit, je crois, 120 km. Enfin bref, dans une région précise où il n'y a rien. C'est-à-dire, il y aurait un qaht, il n'y a rien, puis on a un arbre. Et il survit depuis des milliers d'années. C'est ce qui fait aussi sa rareté, probablement. Alors aussi parce que il a des gamètes mâles. En fait, il se multiplie avec ses graines, en fait. C'est à partir... Il n'a pas besoin d'une autre espèce. Il se déplace, finalement. Femelle pour se multiplier. Donc il se déplace, finalement. Il ne se déplace pas. C'est le pollen. C'est du pollen. Voilà. Et donc les Français, dans les années 60, ont pris des graines et ils les ont plantées dans un jardin botanique en France. On peut le retrouver au jardin, pour ceux qui sont en France, ceux qui veulent le voir. Il est dans le jardin botanique de Lyon, par exemple. Et il arrive s'est à s'adapter. Oui. Il arrive à s'adapter avec le climat. C'est très difficile, c'est pas le même climat, mais il a la particularité, lui, de résister grâce à l'humidité. Donc il y a de l'humidité aussi. En France, c'est pas le même climat du tout, mais c'est les mêmes, peut-être pour le froid, parce qu'il fait très froid dans le désert. En tout cas, les spécimens qui sont en France, les individus qui sont en France, ont autant de soucis que les nôtres. Voilà, donc il y a eu, il y a quelques années, il y a des Tchèques qui sont venus pour essayer de sauver quelques-uns. Voilà. Sinon, il y en a combien? Il y en a 233, selon Fatih Abdoun. 233, c'est pas beaucoup. Et 165, très, très peu, je pense... C'est vraiment un chiffre insignifiant. Alors, il y a 233 qui sont vivants et 163 qui sont morts. Mais morts, c'est-à-dire ils sont toujours debout. Il faut les laisser. C'est pas parce qu'ils sont morts qu'il faut les toucher. Ils sont protégés de toutes les façons. Donc, normalement, les guides devraient être formés. Il y a énormément de passages dans le Tassili Nadjer. C'est le moment, en fait. En fait, c'est le moment, non. Les gens, maintenant, ils vont toute l'année. Parce que... Donc c'est ça, on peut se protéger durant cette période. Oui, cette période un peu plus, surtout la fin de l'année, c'est la saison saharienne. L'idéal, c'est par exemple, avant de rentrer dans le séphar, c'est de ramener déjà du bois sans le prendre de là-bas, parce qu'il est aussi dans le séphar. Voilà. Donc qu'on va dire, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs, c'est quelque chose qui existe qu'en Algérie. Il est en voie d'extinction, il y en a 233. Ce serait bien de les conserver. Après, une extinction, elle peut vraiment avoir un impact terrible sur l'équilibre écologique de la région. Mais pas que de la région, ça nous renseigne sur le climat, comment le Sahara était il y a des milliers d'années. Ça raconte toute une histoire, j'ai envie de dire, biologique, du climat, de toute la région, au Balek du monde.
Voilà, cet arbre, en tout cas, il porte ça, il est symbole de ça. Pour les Touaregs, c'est le symbole d'un Sahara qui était humide. Pour les scientifiques qui sont venus, ils ont confirmé. Pour eux, c'était le Sahara vert. Voilà, et c'est chez nous. Et c'est une Et c'est chez nous. Et c'est chez nous, Algérie, oui, c'est voilà, unique au monde. Bon, le problème, c'est que quand personne ne savait, quand il n'était pas protégé, par exemple, ils en faisaient des portes, des planches Ah, carrément. pour faire des portes. On a retrouvé des portes dans le travail de Fatiha Abdoun et de Mohamed Bediaf. Ils ont retrouvé des portes, par exemple, en Libye. Parce que la Libye, on est, avec Tassili Najer, c'est tout proche. Il y a c'est le même plateau, j'ai envie de dire. Voilà, donc ils ont retrouvé des portes en bois, du bois de cyprès du Tassili. Ah, et maintenant qu'il est protégé, donc c'est sûr qu'il y a un travail de sensibilisation, d'éducation. Pardon? Il est protégé depuis les années 70. Donc il y a certainement un travail de sensibilisation, d'éducation qui c'est le travail fait du qu'il parc. Du parc et puis bien sûr de l'UNESCO, hein, il contrôle tout ça. Donc il y a eu régulièrement des inventaires et puis ils passent pour voir l'état des arbres. Mais ceux qui ont été significatifs sont ceux de Saïd Kerim et de Fatiha Abdoun. Donc Fatiha Abdoun a fait l'inventaire et d'ailleurs elle a rajouté plus 33 arbres parce que il faut imaginer une région qui est immense. Hein. Et il faut imaginer une région qui est immense et une région qui est désertique. Le climat il est difficile autant en été qu'en hiver. Et voilà, parfois ils sont difficiles d'accès parce qu'on peut le trouver près des oueds comme dans des endroits très très isolés. Voilà. Un petit mot peut-être par rapport à ce. Oui, je l'ai ramené. Le livre, c'est un très beau livre qui raconte le Sahara des Tassili. Pas des Tassili, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Un périmètre énorme. Alors, le livre est sorti il y a plusieurs années, mais pour moi, il n'a pas de. Comment on va dire? Il n'a pas de. De date de péremption. Voilà, mais il périmètre. Donc, c'est. Et toujours d'actualité? Oui, bien sûr. De très belles images du Tassili, comme celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est fait aux éditions là. Celle-ci, par exemple? Celle-là est dans le livre, exactement. Et puis on voit qu'il brûle du bois. Nous, on espère que ce n'est pas du bois du cyprès de Tassili, pas de tarot en tout cas. On espère que tous les guides, parce que maintenant les guides partent d'Alger et des autres wilayas, ils accompagnent des groupes, ils prennent des autorisations à l'office du parc. Et ça serait bien de former tout le monde et même les touristes à l'importance, même un bout de bois mort dans le Sahara a peut-être toute son importance. Toute son importance, voilà. Effectivement. D'ailleurs, dans certains guides, on dit toujours qu'il ne faut vraiment rien prendre, même pas une pierre. Exact. D'abord, c'est puni. De n'importe quel endroit. Surtout à l'aéroport. Exactement. Voilà, on ne peut pas le faire sortir du pays. Si possible, pas toucher les gravures épaisses. Oui, et si possible, de ne pas nager dans les chutes et dans la vallée de l'Ehrir. Voilà, regarde. Si possible. Et on va clôturer avec ces très très belles images du sud algérien. Du Tassili, avec des chameaux. Très 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 belles images. C'est de rappeler qu'il y a d'autres espèces aussi, le tamaris, le laurier rose, le palmier dattier, par exemple, l'acacia. Enfin, il y a quelques espèces comme ça, mais ça reste des espèces quand même rares puisqu'elles évoluent dans un climat, dans une zone hyper aride. Hyper aride. Un climat plutôt très hostile, et donc ce sont des mais on arbres ressent qui arrivent une espèce de fraîcheur unique quand on est au pied du cyprès du Tassili, du Tarot. Donc il a toute son utilité et son importance pour la région. S'il est là, c'est pas pour rien. Effectivement. Voilà. Il faut le protéger, encore une fois. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Samira, encore une fois, pour aujourd'hui, ça a été vraiment une séance de sensibilisation, on va dire. Non, donc, mais même faire connaissance. Faire connaissance et puis sensibiliser, éduquer par rapport à notre patrimoine botanique aussi. En tout cas, merci beaucoup. Ça reste un patrimoine aussi naturel. Donc, oui, il y a matériel, immatériel et naturel. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Sam. Merci beaucoup. On se retrouve dimanche. Dimanche, Inch'Allah. Merci beaucoup, Samira, et à dimanche, Inch'Allah. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de Ouargla. Et bien justement, on a parlé d'environnement et Farhat Mouzaoui, ce matin, va s'intéresser d'ailleurs à l'environnement dans sa première partie. La deuxième partie va aussi s'intéresser à la campagne de sensibilisation. J'imagine que Farhat est déjà sur place. Farhat, bonjour et c'est à toi. Bonjour Alger, bonjour à vous chers téléspectateurs depuis la station régionale de Ouargla dans
dans cette émission de Bonjour d'Algérie. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, dans notre émission, nous mettons en avant Wurgla, un événement dédié à la formation des encadreurs sur le rôle des jeunes dans la protection de l'environnement. Avec nous, on aura le plaisir d'accueillir M. Bouznoun Farhat, président de l'Association scientifique nationale des jeunes nature et de la nature, et Mme Larinouna Fatiha, vice-présidente. Puis, dans notre rubrique santé avec notre ami Nesrine Karami, nous parlerons des infections saisonnières et de la prévention avec Dr Boumaraf Wahiba, médecin infectiologue. On commence avec une chanson et on revient juste après pour en parler de l'association. سكالين برها الناس تسغمانين مرهرين أرغمانين سرك الخال ويهكا زراي الدور عن الدنيا بس تفهمي منت بس كل ما تجاهلين ما تصندس فيهن جنت جدي يا بلادي ربي على قدراك ما بالجبل تنادي صحراء من النخيل عم نطافس فالسند يلا ميتلام تنري موهبتنا وانتيسس دولام جنات انت سكالين ترهنت الزغمانين جنات انت سكالين درهمنت الزغمانين لدي انا نبغيك انت بقلبي احواك ساكن في بالي ديما اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة اوه يا بلادي زينة ان شاء الله ربي حفظك لينا وتمنى جسنا زنرة من الطاف سفوسية نمدا اتجانت ديننا انت دغن وانا الطاف سلعة مكسوطة سينجا جانا تكلنا قصتي سنولا تسيلي لنا نتكل سافلا سنار دفي وتدي ومستان منك تسري وما كان اللي وصار الهان مغارن دليا اظن جنت ورق سلمتات هاتي سلات تاسيري ونافنتات مدان الدونات بلاد الخير وردة في الصحراء بلادنا نحبوها وحنا نردوها تاريخ جدود عمره ما يموت بلاد بن مهيدي والشيخ حمود من الطاف سفوسيا تكني ما يولاغن أكلنا أكلنا وين جنت انتاي تيزارن هاتي فينا غدرارا هافول صراطنت لانيني وتيانا سوار ومسند سنار دفة وتدي ومستان منك تسري وما كان اللي وصار هاني مغارن دلياضا. Et voilà, on a fait un petit peu une visite à Janet. Monsieur Farhat, bonjour, et Madame Larinouna, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler de votre association, un petit peu, présentez-nous, Monsieur Farhat, cet événement que vous avez organisé à la wilaya de Wurgla. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux que je suis parmi vous parce que vous êtes intéressé de l'environnement. Donc c'est une occasion pour développer une nouvelle activité. Moi, je suis intéressé pour faire des autres émissions spécialisées c'est-à-dire spécialisées dans l'écologie. Oui. Merci et merci deuxième fois. Merci à vous. Madame Larinouna, bonjour. Salam alaikum. Merci à vous. Merci. Je salue à travers votre émission nos chers téléspectateurs. J'espère que ça sera agréable pour eux de retrouver
D'en parler un petit d'en peu parler de la surtout, protection de la surtout nature. de notre devoir de Oui. protéger l'environnement. C'est vrai. Voilà. Parlez-nous un petit peu de cet événement que vous avez organisé à Ouargla, Monsieur Farhad. Donc l'association, ça fait, existe 35 ans dans le domaine de la pédagogie environnementale et la protection de la nature. Cette fois, l'association a choisi Ouargla pour faire une rencontre nationale pour les éducateurs spécialisés sur la pédagogie. Oui. Donc c'est une occasion pour faire un programme pour les surtemps. Ça fait entre 1 année et 4 ans Oui. dans le domaine de la pédagogie, dans les maisons de jeunes. Alors l'association a invité 58 wilayas. Chaque wilaya a participé à un éducateur pour prendre des connaissances nouvelles, l'éducation nouvelle sur la pédagogie. Et en même temps, il fait des ateliers pour prendre la méthode, comment faire, c'est-à-dire faire un programme, des fiches techniques avec les enfants, c'est-à-dire sensibiliser la population juvénile, c'est-à-dire maximum. Oui. Soit dans les écoles, ou là, soit dans la rue, ou là, au niveau des centres maisons de jeunes. Donc le programme a commencé, c'est-à-dire nous sommes dans le milieu du programme, ça fait, c'est-à-dire l'éducateur prend beaucoup de choses, c'est-à-dire sur le terrain, sur les ateliers, sur les visites guidées, sur c'est-à-dire les sites spécialisés dans l'environnement, l'historique et écologique. Donc c'est un petit peu des formations côté nature et côté comme quoi apprendre à l'enfant. Oui, bien sûr, parce que déjà, il faut. Nous avons opté pour une démarche, démarche complémentaire, c'est-à-dire des données théoriques, des informations à la base pour que l'éducateur puisse les utiliser sur terrain avec les enfants, avec toutes les catégories de gens. Il doit déjà. Alors, nous avons choisi, comme l'a dit mon collègue, nous avons choisi une catégorie d'éducateurs, c'est-à-dire qui sont déjà au début. C'est leur premier pas dans le domaine professionnel, dans le domaine de l'éducation et l'encadrement de jeunes. Donc, ils ont besoin d'un encadrement, d'une formation, ils ont besoin d'informations aussi, d'un accompagnement pour qu'ils puissent passer le message. Oui. C'est important, sensibiliser, passer le message. Nous avons opté pour une collaboration aussi. Parce qu'il fait donc à Ouargla. Pourquoi Ouargla déjà? La question. Pourquoi Ouargla? Oui. Ouargla, avec toute sa composante environnementale, culturelle, culturelle, historique, naturelle. Donc c'est une wilaya qui présente plusieurs aspects qui sont liés à l'environnement. C'est notre environnement. C'est une ville du sud. Donc il faut sortir un petit peu du nord et aller vers cette population qui est au sud, leur donner ces informations-là. Une interaction aussi entre les jeunes, c'est 58 wilayas. Oui. Nous avons eu donc la confirmation de 43 participants, c'est beaucoup. Beaucoup, oui. Il y a eu un échange, c'est important. Les thèmes choisis ont été choisis avec... c'est-à-dire, c'était vraiment étudié pour que l'éducateur en lui-même se forme et se prépare pour cette mission noble. Parce que c'est une mission, ce n'est pas qu'un poste de travail, c'est une mission. Ils vont participer déjà à la formation du citoyen de demain. C'est très important. Et pourquoi vous avez mis vraiment l'accent sur les jeunes, la jeune génération? Parce que j'ai vu hier, vous avez fait un atelier, donc il n'y avait que des enfants du primaire, vraiment c'était des jeux éducatifs. Donc je voudrais bien savoir pourquoi vous avez choisi cette catégorie d'âge. Ensuite, on va parler des jeux que vous avez choisis pour cet événement. Ça a commencé par des jeunes, parce que les enfants, ils sont attirés par des jeux. Oui. Ils sont déjà, à leur âge, le jeu est très important. Ils sont attirés, mais on a, au courant de la journée, on a reçu même des vieux. Oui. Et c'est ça. Même l'éducateur, il travaille avec les jeunes.
parce qu'au niveau des maisons de retraite, on trouve beaucoup les enfants, les jeunes, alors ils intéressent les activités pédagogiques environnementales. Donc c'est pour ça que l'association elle a créé un mouvement, c'est-à-dire écologique et éducatif, pour c'est-à-dire donner la chance aux jeunes pour exprimer. Ils découvrent, parce que le problème maintenant c'est l'environnement, c'est l'eau. C'est le réchauffement climatique, dégradation de l'écosystème, le biotope. Donc c'est une occasion, l'éducateur prend beaucoup de choses pour donner l'information à la jeunesse, aux enfants, comment ils protègent notre environnement. Et c'est les enfants qui vont éduquer, Voilà. qui vont transmettre déjà à leurs parents. Voilà, c'est un message. Ils vont mieux le transmettre. Voilà. Voilà, d'ailleurs, Indirectement. Oui, Ouais. d'ailleurs, dans l'instant que vous avez fait, il y avait des enfants qui allaient à la maison, ensuite ils ramenaient leurs parents avec eux. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc l'objectif Le message est passé. a été atteint. Très bien. Et quel type de formation est proposé dans cet événement que vous avez fait? Les formations donc, ont été. Nous avons divisé le programme en deux parties. Oui. C'était des conférences académiques, des conférences plénières de professeurs, de chercheurs de l'université de Ouargla. Donc c'était en collaboration avec l'université de Ouargla. Il y avait aussi des travaux de groupe, des ateliers avec les différents secteurs qui sont aussi nos partenaires ici à Ouargla. Le tourisme, le tourisme, la santé. Il y avait aussi... J'oubliais pas, c'est-à-dire le programme il est financé par le ministère de la Jeunesse. Oui. Parce que le ministère de la Jeunesse il est intéressé pour sensibiliser les éducateurs dans le domaine de l'environnement. Oui. Plus son engagé de partenaire, deuxième partenaire, plus la direction de la jeunesse. Donc il a donné beaucoup de choses pour donner l'information maximum pour les éducateurs. Et l'ODEJ, même l'ODEJ il est intéressé parce que c'est-à-dire l'ODEJ il fait des pliants, des brochures spécialement sur plusieurs thèmes. Oui. Je Et voudrais bien plus les autres, l'Institut, les forêts, voilà, c'est-à-dire les forêts, les conservations l'environnement, des forêts, l'environnement. tourisme, la culture. Toutes les directions sont intéressées pour le programme. Donc, nous avons fait une action en collaboration. C'est-à-dire, toutes les directions, ils donnent un petit peu de sa partie. Oui, quel type de formation que vous avez fait en fait? Bon, cette formation, parce que ce n'est pas une formation de l'Institut ou d'un centre de formation professionnelle. C'est une initiation, c'est-à-dire c'est des connaissances. C'est une formation pour prendre l'éducateur, le renforcement de capacités. Voilà. Et en même temps, il prend des nouvelles activités. C'est-à-dire, en même temps, le monde il a changé l'éducation traditionnelle. Maintenant, il y en a l'éducation nouvelle, avec des jeux éducatifs, numérisation, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Donc, l'éducateur, il faut qu'il prenne cool. C'est des mouvements actifs. Voilà, c'est le mouvement actif. voilà. Être en activité tout le temps. C'est ça, en mouvement. Oui, Voilà. et leur faire un petit peu apprendre. Donc c'est un petit peu sur ce que vous avez choisi ce programme-là. Oui. Et comment vous voyez la différence entre la faune et la flore qui existent au nord et au sud? Parce que je sais bien que Madame Fatiha, vous êtes très intéressée par les oiseaux, les oiseaux migrateurs. Oui, je suis déjà de par de ma formation initiale, mon travail. Et je suis aussi membre du réseau national des observateurs d'oiseaux. Oui. C'est surtout... donc chaque espèce a son biotope. Nous avons eu la chance d'avoir nos chercheurs de l'université pour les présentations. Donc ils ont présenté les zones humides de la wilaya de Ouargla. Voilà. Ils ont présenté la biodiversité de la wilaya de Ouargla. On a mis l'accent sur la nécessité de protéger ces espèces vu leur rôle, leur importance dans l'environnement. Il y a des espèces de chouettes qui sont en voie de disparition et des bouts qui sont... leur rôle est très important. D'ailleurs, la remarque qui a été faite, on retrouve les rats partout parce qu'il y a la disparition des prédateurs, de leurs prédateurs. Donc, il faut informer, sensibiliser à la protection de cette biodiversité parce que ses services, elle a beaucoup de services à rendre à la population. Oui. D'ailleurs, on va voir un reportage qu'on a fait hier de l'événement que vous avez et des activités que vous avez fait avec les enfants. On demande à notre script de le lancer et on revient pour en parler de la faune et la flore qui existent avec là.
de la nature organise à Ouargla une rencontre nationale dédiée à la formation des encadreurs sur le rôle des jeunes dans la protection de l'environnement. Les éducateurs sont formés dans l'Institut national des cadres de la jeunesse au niveau de Ouargla. Donc l'association a choisi Ouargla parce que chaque fois elle fait son programme dans une wilaya. Cette fois elle a choisi Ouargla pour donner la chance aux jeunes de Ouargla de participer dans l'éducation environnementale. Donc c'est une occasion, les éducateurs nouveaux, c'est-à-dire commencer à travailler dans les maisons de jeunes, ça fait entre une année jusqu'à 4 ans. Donc c'est des jeunes, c'est une occasion pour donner l'information et programmes nouveaux, c'est-à-dire sur l'éducation nouvelle, et profite de l'occasion pour sensibiliser au maximum la population juvénile au niveau d'Ouargla. On est descendu aujourd'hui sur le terrain afin d'organiser des ateliers destinés aux enfants, des ateliers dans le but est de leur inculquer la protection de l'environnement, que ce soit pour la ressource en eau, comment reconnaître les animaux en voie de disparition, comment donc à travers des dessins comment faire pour protéger notre nature. L'événement tenu à l'Institut national de formation des cadres de la jeunesse réunit universitaires, experts et autorités locales autour d'ateliers et d'échanges visant à renforcer les compétences en animation environnementale. Je suis ici pour apprendre et améliorer mes connaissances dans le domaine de la protection de l'environnement. Les informations et les échanges ont été très bénéfiques. Avec mes collègues, nous allons mettre en pratique ce que nous vous apprenons. Et merci pour tous les organisateurs. La formation la protection de l'environnement. Le cadre de la formation, les jeunes cadres, la jeunesse, le programme le ministère. مكتشوا لي مساقي قلاغ ديال لابلاصات التراموين الولايه نورقلا عندها درزان طاسي مذانا طاسي مزداغ ذاكي لكن نبويد عطاس الشغال عطاس القذيشات نخدم ذاكي ايوا كان نزو تيك ثياكين نتيز ديك الطونات سوا المزيان سوا العباد المقران كما راكم تشوفوا هنايا تحت شعار بيئتنا بين ايدينا. احنا نظمنا هنا مجموعه ورشات من عده العاب تربويه ترفيهيه ذات مغزى ورساله هادفه، يعني نوعوا الاطفال ولا الشباب بحمايه البيئه. يعني كل لعبه راه عندها هدف معين، ناهيك عن امثله مختلفه، مثال عن الفنون التشكيليه الرسم. البيئه خاصنا نحافظوا عليها، يعني عن طريق وسائل توعيه او اكتشاف الطبيعه حول الزيارات او السياحه او بيئه سياحيه كما نقول. يعني الشباب اليوم خاصنا نوعوه. Cette initiative vise à valoriser l'engagement des jeunes et à améliorer les programmes de sensibilisation écologique. Les organisateurs appellent également à la présence des responsables locaux lors de l'ouverture officielle. لازم ما يحرقوش الاشجار، لازم يحطوا النفايات في حاويات مناسبه لها. نحب الطبيعه والاشجار لانهم ينقيوا الهواء، ونحب الازهار لانها الرائحه تاعها جميله. عجبتنا المبادره اللي دارتها الجمعيه من اجل الحفاظ على البيئه. بيئتنا Une rencontre qui confirme l'engagement de tous pour une jeunesse actrice du changement et de protection durable de notre environnement. Voilà, on a vu un petit peu les ateliers que vous avez fait avec les enfants. Ces ateliers ont été préparés la veille. Oui. Donc, dans le cadre du programme mis en place par l'association,
il y avait les informations, puis les travaux de groupe en salle déjà, pour préparer une enquête qui a été faite par les encadreurs au niveau de différents sites sur différents thèmes, sur la culture, le trait sélectif, le recyclage, sur aussi la santé, l'éducation, l'environnement il y a général. eu des visites au niveau du lycée, de l'hôpital, l'environnement en général. Donc avec l'environnement, vous avez touché beaucoup de domaines, c'est ça? oui, parce que notre environnement, moi je le dis, commence par le premier carré qu'on a dans sa chambre jusqu'à la dimension universelle, la planète. On doit contribuer, participer à tous les niveaux. Oui, oui. Et là, on est aujourd'hui, nos encadreurs, nos éducateurs sont aujourd'hui sur terrain pour visiter les différents écosystèmes d'aspect écologique. Les zones humides, les sites archéologiques, les sites écologiques, historiques. Donc, pour prendre le maximum des informations, parce que l'éducateur, il faut être formé maximum, parce que pour donner l'information, le gène exact. Parce qu'il n'y aura pas des erreurs. Pour pouvoir communiquer un petit peu les informations qu'il a. Voilà, parce que déjà, lors de la présentation, quand ils se sont présentés, nous avons remarqué qu'il y a des maisons de jeunes où il y a une activité, 2 au maximum. Toutes les maisons de jeunes ont la même activité qui est l'informatique. C'est réparti partout. Il y a une ou deux, ils ont 1 ou 2 ateliers, 2 à 3. Mais il y a d'autres aspects qui ne sont pas encore touchés. Donc les enfants, ils peuvent s'exprimer dans tous les domaines. Mais elle a dit, Madame Larirona, c'est vrai, parce que notre objectif pour créer des activités nouvelles, il touche les milieux marins, l'astronomie, la géologie, c'est une nouvelle activité. Donc il faut que d'abord nous sommes réfléchis de créer un espace découverte scientifique et technique de jeunes. C'est un centre spécialisé pour former maximum des éducateurs et développer des idées nouvelles. C'est-à-dire installer des activités au niveau des maisons de jeunes. Pour les éducateurs, il y aura un suivi, un développement durable, pour donner maximum de connaissances, des formations, des sorties, c'est-à-dire des manifestations nationales, même internationales. Parce qu'il y en a beaucoup de choses au niveau international. Il faut que l'éducateur participe au niveau international. Et ça va créer aussi des centres des centres d'intérêt pour les enfants. Oui. Parce que ça va leur changer un petit peu. Il n'y a pas que l'informatique. C'est un domaine intéressant. Le plus important, ne pas laisser nos enfants dans la rue. C'est vrai. C'est le plus important. Avec les fléaux qu'on rencontre, donc il faut les occuper dans des ateliers interactifs et aussi les intéresser à l'environnement parce que tout ce qui se passe maintenant, toutes ces dégradations, la pollution, le braconnage, la destruction des milieux naturels, des animaux, des plantes, des insectes, tout ça va se répercuter sur la santé humaine, sur la santé psychique et physique du citoyen, sur aussi l'agriculture, les produits qu'on va consommer, sur l'air qu'on est en train de... sur l'air, sur l'espace, ce qu'on est en train de voir, parce que tout ça va avoir un impact sur l'être humain. Finalement c'est nous qui sommes en train de détruire, de construire, mais les perdants, c'est nous. C'est vrai. Ceux qui vont bénéficier, c'est nous. Donc il faut, on a un devoir aussi comme... C'est pour ça, c'est vrai, Madame Fatiha, c'est vrai, tout ça, c'est un problème, un grand problème pour l'environnement en général. C'est-à-dire, même le globe, c'est-à-dire, il est touché pour la pollution générale, mais c'est pour ça que notre association elle a réfléchi de créer ce centre. Parce que le ministère de la Jeunesse est intéressé à ce centre. Donc, pour créer ce centre, après, il y aura des réseaux régionaux, des 4 réseaux, pour développer des sièges au niveau du wilaya. C'est-à-dire qu'il y aura un échange d'expériences, en même temps, des concours, les meilleurs éducateurs qui travaillent, par exemple, dans le domaine, ils participent au niveau national, après international. Donc, ce centre, il y aura des ateliers spécialisés, même un plateau de télévision pour donner l'information avec le public général,
et en même temps, il y aura un échange entre amateurs et chercheurs. Il y a aussi la durabilité qu'on doit assurer aussi. Donc, on doit laisser pour les générations futures. C'est vrai. Oui, c'est important. Cet environnement, ce n'est pas une propriété privée. C'est vrai. Ça appartient à tout le monde. Ceux qui sont là et les générations futures aussi. C'est très important. Il y a aussi, on doit s'intégrer dans les objectifs du développement durable, l'agenda 2030. Vu que même l'Algérie a ratifié cette convention, on doit s'intégrer. Donc, assurer la durabilité, c'est très important. C'est pour ça qu'on a opté pour ce programme. C'est un programme très riche. C'est un programme qui a touché plusieurs aspects. Bien sûr qu'il n'est pas parfait, il n'est pas complet. Il doit être amélioré. Il y a d'autres aspects qui doivent être... Et toujours, on découvre un petit peu des manques, que ce soit le programme et que ce soit... Et quelles sont, brièvement, parce que c'est bientôt la fin, quelles sont les prochaines initiatives que vous comptez faire dans d'autres wilayas ou d'autres... Normalement, il y aura un programme, peut-être, Inch'Allah, sur la biodiversité marine. Un cours national sur la biodiversité marine pour les étudiants et chercheurs universitaires. C'est-à-dire, il y aura, parce que concernant la mer Méditerranée, maintenant, il y a une dégradation totale au niveau nord. Au niveau sud, il y en a des espèces, maintenant, elles sont protégées. Mais l'association voulait faire un camp pour sensibiliser au maximum la population pour sauvegarder la bande méditerranéenne au niveau sud, au niveau côté algérien. Parce que maintenant, il y en a des gens, des apiciers, il fait une dégradation concernant la bande verte littorale. C'est, comment ça s'appelle le truc, cordon dunaire. Cordon dunaire, maintenant, il commence à dégrader. Donc toujours, vous allez parler de la nature, de la protection aussi. Nous avons organisé déjà des rencontres avant celle-là. Donc ça a touché l'écotourisme, le tourisme durable, le tourisme solidaire et la biodiversité. Donc pratiquement, on essaie de toucher tous les aspects, tous les domaines liés à l'environnement et à la protection de l'environnement. Eh ben, on vous souhaite plein de réussite dans ce domaine qui est très très intéressant, à qui on doit vraiment, parce qu'on doit vraiment protéger sa nature pour mieux y vivre. Donc un dernier mot peut-être. Je dirais qu'avec cette formation, pour les éducateurs, parce qu'il faut mettre plusieurs tirets sur ce mot-là, sous ce mot-là, éducateurs, ils ont un rôle très important. Ils vont soit construire ou détruire. C'est vrai. Donc il faut continuer à les accompagner, les former. Il y a un aspect très important que nous avons touché lors de nos analyses, lors de nos briefings, l'aspect communication. C'est très important. Chose qui est très importante. Il faut les prendre en charge de ce côté-là. Parce qu'il faut savoir comment véhiculer, comment transmettre, c'est important. Et comment faire passer le message à l'autre. La communication, il faut programmer ça. C'est vrai, effectivement. Moi, je demande à la population générale de participer avec nous pour préserver notre environnement, surtout en Algérie. C'est un pays vierge, c'est-à-dire il faut le protéger. Il est très riche concernant les espèces soit végétales ou animales, parce que chez nous, il y en a 5 écosystèmes, des littorales, les hauts plateaux, les steppes, semi-arides et arides. C'était formidable. C'est un pays très riche concernant la biodiversité. On vous remercie énormément. Biodiversité, au niveau du bassin méditerranéen, l'Algérie, c'est le pays le plus riche. Il faut protéger. Très très riche, qu'il faudrait vraiment protéger. Monsieur Farhat, Madame Lalizouna, merci énormément d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite plein de réussite et plein de courage, parce qu'il faudrait bien le courage pour... Et la volonté. Voilà, beaucoup de volonté. Et votre présence est importante. Les médias sont très importants aussi. Ils ont un rôle très important. Normalement, on vous remercie vous aussi. Merci à vous. C'est avec un grand plaisir. On vous souhaite plein de réussite et merci pour toutes ces informations.
Chers téléspectateurs, on vous laisse avec une chanson et on va accueillir avec nous Madame Karami Nasrine et Madame Bouamaref Wahiba.
de la nature au domaine médical avec notre ami Nesrine Karami et notre invité Boumaraf Wahiba. Donc aujourd'hui dans la rubrique santé, on va parler des infections saisonnières. Karami. Bonjour Farhat, bonjour nos téléspectateurs. Donc aujourd'hui, on va parler de santé. L'hiver est là et quand on parle d'hiver, on parle de froid et infections saisonnières. Pour mieux développer le sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Boumaraf Wahiba, c'est médecin infectiologue. Bonjour docteur. Bonjour Salim, bonjour Farhat. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler des infections saisonnières. C'est la saison. C'est la saison, oui. Oui. Donc si on parle d'infection saisonnière, déjà à la base, qu'est-ce qu'une infection saisonnière? Donc premièrement, je vous remercie pour le choix du thème. C'est un thème qui est d'actualité. On est dans la période, comme vous venez de le dire, de la grippe, donc des infections saisonnières. Il faut savoir que les infections saisonnières, ce sont des infections des voies respiratoires, donc ça touche les voies respiratoires supérieures. Et donc il faut savoir également qu'il y a plusieurs virus, mais le plus important c'est le virus d'influenza qui est responsable de la grippe. Oui. Il faut noter également que la grippe, c'est la période qui débute donc de l'automne jusqu'à avril, jusqu'au printemps presque. Donc plusieurs éléments entrent en jeu, entre autres la prise en charge, la prévention et donc et plein de points qu'on doit donc discuter pour y remédier. Et quelles sont les infections les plus fréquentées dans cette période, Madame Boumaraf? Donc les infections, comme je viens de le dire, les infections les plus fréquentées, c'est la grippe. Il y a le rhume, qui est moins dangereux, moins grave, et il y a la grippe. La grippe, c'est une infection qui est causée par l'influenza, le virus influenza, et qui est responsable quand même de pas mal de mortalité dans notre pays, dans le monde entier. Il faut savoir également, voilà, bien sûr, et surtout sa gravité, elle réside chez les sujets immunodéprimés, les sujets fragilisés, comme les sujets âgés, voilà, les sujets âgés qui dépassent les 60 ans, 65 ans, les infections HIV, les asthmatiques, les pneumonies, voilà, les enfants, l'âge, bas âge, les sujets âgés. Donc il y a également les personnes qui présentent des cardiopathies, les asthmatiques, bien sûr les personnes qui présentent une bronchopneumopathie déjà antérieure. Et tout ça font que la grippe devient d'une infection banale à une infection gravataire. Bien sûr, si on ne la prend pas en charge immédiatement, si on ne fait pas le nécessaire pour arrêter toute contagiosité et propagation. Déjà, ce sujet, il va ouvrir une autre question, c'est comment reconnaître la grippe, le rhume, d'autres infections, parce qu'on voit généralement... Oui, parce que les signes se ressemblent un petit peu. Exactement, c'est pratiquement les mêmes symptômes, donc parfois on ne sait plus si c'est un rhume, c'est une grippe et tout. C'est vrai, vous n'avez pas tort. Il faut savoir également que on est passé par le coronavirus, donc le Covid, la pandémie mondiale du virus, coronavirus qui a causé le Covid, où il y a eu pas mal de décès. On n'a même pas envie de se rappeler cette guerre qu'on a menée. Cette guerre qu'on a menée contre le coronavirus. Il y a eu des décès. Il y a eu des choses qu'on a mal fait, des choses qu'on a bien fait. Et des choses qu'on a appris, voilà, pour ne pas refaire les mêmes bêtises. Voilà. C'est bien de connaître, de parler du coronavirus, parce que c'est la pandémie où tout le monde a perdu au moins un ami, un parent, etc. Et les erreurs qu'on a faites, parce qu'on n'a pas l'habitude d'entrer dans une guerre contre une pandémie pareille. Exactement. Mais il faut savoir... On n'était pas préparé pour ça, parce que c'était une première. Ça reste une première pour cette époque. D'ailleurs, ça a beaucoup changé, même dans le côté social des personnes. Nos vies, ça a impacté tellement notre mode de vie. C'est tellement, ça nous a touchés, médecins que citoyens, que notre vie vis-à-vis de la santé a changé. Notre vie, on est devenu plus préventif, etc. Exactement. Donc la différence, pour revenir à la différence entre... ça, c'est un virus parmi les virus. Il y a la grippe et le rhume. La différence entre un rhume, le rhume, c'est une petite fièvre, une petite toux grasse, des myalgies, des courbatures, une congestion ou bien un écoulement nasal. Et la guérison, elle est rapide en une semaine.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complications. Oui. Alors que la grippe, non. La grippe, c'est la fièvre, elle peut atteindre 40-41 degrés. Oui, et l'état grippal, il Voilà, peut durer il est plus pendant- marqué, oui. il est plus marqué, il est plus grave. Il y a la toux qui est sèche, qui peut durer jusqu'à 1 mois. Oui. Il y a les signes d'asthénie, de courbature, de myalgie. On a également les signes, on peut même avoir des signes respiratoires. Oui. Ça Une peut- difficulté Voilà, dans la c'est- respiration. Voilà, et c'est des signes, comment dire, ça peut être une surinfection sur un truc viral, sur une grippe. On peut aller vers les surinfections. Donc Et c'est des symptômes qui nous laissent vraiment... Voilà, qui, marqués, où- plus marqués, voilà. Et où on doit vraiment consulter Voilà. ou avoir l'avis d'un Voilà, médecin. on peut, même l'écoulement, ça peut ne pas exister la grippe. On peut pas, mais la fièvre, les maux de tête surtout, qui sont très intenses. Oui. Là, le rhume, on a une gorge sèche, léger, c'est léger. voilà, des maux de gorge légers. Mais dans la grippe, on a un syndrome où des maux de tête qui sont intenses et importants. Oui. Et on a, bien sûr, quand on a parlé des sujets âgés, les sujets immunodéprimés, le sont syndrome plus vulnérables. grippal, il vient là pour aggraver le tableau clinique. Et généralement, quand on parle d'infections saisonnières, généralement, on a tendance à tomber dans l'automédication. On évite d'aller chez le docteur, on n'a pas le temps et tout, mais Voilà. là, on ouvre une autre porte qui est D'ailleurs, très, c'est une très- tradition. Hein. C'est une Ah, t'es malade, Voilà. c'est une tisane. Voilà, ou là, prends un Doliprane. On évite généralement les médecins et l'automédication, Voilà. elle est vraiment dangereuse. Bon, la tisane et le Doliprane, c'est pas méchant, Voilà. on Mais n'est pas parfois, loin. ça va au-delà de ça, ça va les Mais antibiotiques. voilà, et tout. quand on parle de la grippe, en général, la grippe, ce qu'on est en train de vivre actuellement, la grippe et les petits rhumes, c'est gérable. On peut les grippes, remédier. ça peut devenir d'une infection simple à une maladie gravataire parce qu'il y a les pathologies sous-jacentes qui vont se mettre à l'avant et on va avoir une surinfection sur un terrain déjà préparé. Oui, oui. Et bien sûr, l'automédication, c'est proscrit. Quand on a la grippe, c'est tout le monde qui prend du paracétamol, qui prend des tisanes, Oui, qui oui. prend, et même de l'antibiothérapie. Oui, et ça, Chose c'est qu'on ne dangereux. doit jamais faire. Oui. Chose qu'on ne Oui. doit jamais faire. Le virus ne se traite pas avec l'antibiotique. D'ailleurs, des fois, on trouve des personnes qui proposent des médicaments alors qu'ils Oui. ne sont même Oui. pas spécialisés Oui, voilà. dans le domaine. Voilà. Ils te donnent un antibiotique n'importe Voilà, lequel voilà. qui peut-être ne traite même pas le problème. Voilà. Oui, ça va aggraver plus Ça va, voilà. la situation Parce que... D'ailleurs, ça peut aggraver ou Parce non? que voilà, pourquoi les gens prennent directement les antibiotiques? Il y a même ceux qui sont du personnel médical et paramédical qui font la même erreur. Parce que pour eux, un virus qui ne cède pas au bout de 2 semaines, 3 semaines, il faut l'antibiothérapie. Quand Oui. il y a des crashs avertates, il faut l'antibiothérapie. Il y a non. Il faut savoir que le syndrome grippal, il peut durer jusqu'à 1 mois. Oui. Avec les courbatures, avec l'asthénie, c'est-à-dire la guérison, elle prend un temps énorme. Oui. 1 mois jusqu'à plus. Donc c'est pour cela que le citoyen, il se précipite vers l'automédication. Oui. Il faut le comprendre, parce que si on a un syndrome grippal qui s'aggrave, il faut aller à l'hôpital. Oui, Il faut consulter un médecin et pas faire une automédication au niveau des pharmaciens, etc. Il faut savoir également que la prévention Oui. reste On allait le revenir sur meilleur moyen thérapeutique. D'ailleurs, qui existe. j'allais meilleur poser, remède. j'allais poser une question. Est-ce qu'on pourrait prévenir de ces maladies-là? Voilà, comment les éviter? Voilà, Bon. comment les éviter, tout simplement? Voilà. Bon, avant de parler de prévenir, donc il faut qu'il y a plein de règles ou de points Conduite à tenir. qui doivent être de notre quotidien. Et dire que la prévention est le meilleur moyen thérapeutique qui existe. Non seulement pour Oui. la grippe, mais pour la majorité des pathologies infectieuses. Oui. Donc, la vaccination reste le meilleur moyen pour éviter, non pas la grippe, mais éviter les complications de la grippe. Si je suis vacciné, ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire un syndrome grippal, mais je vais faire un syndrome grippal léger. Qui n'est pas vraiment grave. Voilà, qui n'est pas grave. Si j'ai une pathologie, un asthme ou une bronchopneumopathie, ça ne va pas aggraver et mettre ma vie en danger. Oui, oui. C'est ça la différence entre quelqu'un qui est vacciné et quelqu'un qui n'est pas vacciné. Oui. Également, on peut faire des premiers gestes simples. Oui, On pour parlait dans les cours, donc des gestes banals peut-être, mais c'est des gestes qui peuvent nous éviter tout ça. Tel que? Premièrement, le lavement des mains. Oui.
Ça doit être une culture, ça doit être quelque chose, c'est Inné. comme, voilà, inné Inné. de notre D'ailleurs, on a quotidien. bien appris se- ça dans voilà, le Covid. Voilà, normalement, on n'a pas le droit à l'erreur, parce Oui, qu'on voilà. a appris pendant le Covid. Donc, On a se très bien laver les appris mains, la leçon, voilà, voilà. Oui, se laver, on est devenu même maniaque. Maniaque, Voilà. voilà, oui. On se lave, c'est bien, on se lave les mains avant, après, quand on rentre à la maison, quand On on ne se fait part. plus la bise Voilà. comme d'habitude. Oui, quand on a le est syndrome un peu grippal, plus chaleureux, donc Le port de généralement la bavette. bise, elle est importante. le port des bavettes. Oui. L'année dernière et même pendant en 2020-2021, la bavette est devenue vraiment quelque chose qui fait partie de notre tenue. Un accessoire quotidien. Quotidien. Oui. D'ailleurs, on a vu, oui. On portait les bavettes tout le temps. Et c'est bien. Cette année, je vois pas. On a cassé. Je rigole Normalement, on parce n'a que pas le je droit rigole. d'arrêter les bavettes, etc. Oui, je rigole parce que la période du Covid-19, on a sorti même les bavettes avec les tenues. Oui, exactement. C'était, oui. Il y a C'était un toutes les couleurs. accessoire, carrément. C'est vrai que C'était c'est un ça, voilà. accessoire. C'est dire que le message est passé. Oui. Donc le lavement des mains, c'est quelque chose vraiment qu'on doit faire tout le temps. Lavement des mains, le port de bavettes, diminuer les bises. Ça doit faire Voilà. partie de nos Voilà. vies. Exactement. Parce que la grippe, elle se porte par les mains, elle se transmet par les mains, Oui. par la bise, par la salive, les gouttelettes, quand on parle et la salive, les gouttelettes de salive qui vont par-ci par-là, donc Oui, dans on l'air. risque de contaminer. Il faut ouvrir la fenêtre quand on est dans une salle fermée. Aérer Voilà. toujours la maison. Et sans oublier l'hygiène au niveau fortifier la médecine scolaire. C'est Oui. très important. Initier Parce que, les enfants à cette le médecin prévention. scolaire, Oui. il faut qu'il y ait toujours une information des enfants qu'il faut toujours se laver les mains, l'hygiène des mains, le port de bavette, prendre des médicaments et surtout rester à la maison quand on est grippé. Voilà, ça revient, ça nous ramène à une autre question, c'est transmission. la conduite à tenir. Voilà. Quand généralement on a tendance à banaliser le rhume ou une Oui. grippe et tout, donc Oui. l'état grippal, les mamans te disent non, on va envoyer l'enfant à Voilà. l'école, mais là ça va créer C'est pas plus, quelque chose de grave. Voilà, deux exactement. cas, Mais ça malade. peut aggraver et ça peut Voilà. devenir plus contagieux. Et on va contaminer toute l'école et tout ça. Et donc, l'école va être mise en quarantaine et la transmission. Et surtout, à ce bas âge, il y a des pathologies chez les enfants, Oui. hématologiques, des pathologies asthmatiques, etc. Donc, c'est l'intérêt, le rôle du médecin scolaire de prévenir les enfants contre la grippe et les complications, les pneumonies, etc., qui sont très méchants. Oui, est-ce que vous, à l'hôpital, vous faites des campagnes de sensibilisation ou vous ne faites pas ce suivi-là? Parce que je trouve que, chose très importante, parce qu'il y a beaucoup de gens ou de parents d'élèves et même de profs qui banalisent vraiment ces cas-là, alors que ça peut s'aggraver vraiment. Exactement. C'est vrai que nous, à l'hôpital, ou au service d'infectieux, ou même aux urgences, les cas qu'on reçoit, c'est des cas qui peuvent être compliqués, qui sont déjà compliqués. Oui. D'accord. Donc, c'est des cas qui ont un terrain. Les HIV, les Il y a une asthmatiques. immunodépression Voilà, qui est déjà installée. Donc, on traite les complications, etc. Mais le rôle du médecin, c'est au niveau des EPSP. C'est au niveau de la prévention. Oui. Normalement, la campagne de prévention doit se faire avant le début de l'automne. Oui. Et comme ça, on prévient. Donc, Pour on mieux on préparer avance. la Et population. bien sûr, il y a eu la campagne de vaccination, comme chaque année, aussi bien pour le personnel médical, paramédical, que pour les citoyens. C'est un vaccin qui est gratuit et qui est donné à toutes les populations ciblées. Et bien sûr, il y a peu de proscription. Et c'est ça, le rôle de l'hôpital, c'est traiter, mais le rôle de la prévention, c'est prévenir. C'est au niveau des écoles, au niveau des universités, au niveau des sociétés, au niveau du citoyen. Et donc, par des médias, etc. Et comme aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas pourquoi, Céline, on a tendance la population a peur des vaccins. Comment vous expliquez, on a beaucoup vu ces cas, mais comment pouvez-vous expliquer ces cas-là? Je pense qu'il y a beaucoup de mythes autour des vaccins. Donc on ne sait plus quoi suivre. Je pense que vous avez eu même des cas qui ont un petit peu... réticents réticents vis-à-vis du vaccin. Bon, il faut les comprendre.
il y a des réticences. On le comprend, il y a des réticences, surtout depuis le coronavirus. Justement, Voilà. oui. Parce que depuis le coronavirus, il a laissé des dégâts, il a laissé des séquelles, il a laissé des pathologies qui se sont manifestées après le coronavirus. Et la vaccination, elle est venue là pour dire peut-être, probablement, il y a eu des effets secondaires. C'est dû au vaccin. Voilà, dû au vaccin. Bon, c'est des études. Personnellement, je n'ai pas vu de publication algérienne jusqu'à preuve du contraire sur les vaccins sur le coronavirus. Mais à l'étranger, il y a eu des complications, des petites complications, mais ce n'est pas prouvé à 100%. Mais je pense que le vaccin de la grippe, c'est un vaccin qui ne donne aucune complication. C'est-à-dire qu'il ne va pas couvrir tous les virus. Il faut savoir que le vaccin ne va pas couvrir tous les virus, mais la majorité des virus. C'est pour éviter les complications justement et le décès. Mais la réticence, je crois que c'est la malinformation. Les gens ne connaissent pas exactement c'est quoi ce vaccin. C'est humain, voilà, c'est humain. Parce que ça part de l'ignorance. Mais le vaccin est très efficace. De la grippe, surtout chez les gens qui ont déjà des problèmes pulmonaires. Oui, et je pense que c'est important de rappeler que dans la période du Covid, on n'avait pas, le monde n'avait pas le temps de bien vérifier les vaccins et tout. On essayait de trouver une porte de sortie, donc c'est légitime. En fait, même les gens étaient un petit peu, ils étaient un petit peu affolés, stressés, donc ils ne savaient plus quoi faire. Exactement, Voilà. donc c'était la solution à suivre sur le moment. Il faut savoir que le Covid, il a fait des dégâts. Qui dit Covid dit mort. Donc les gens ont peur de mourir et quand ils ont trouvé le vaccin, ils se sont dirigés vers le vaccin. Mais après, il y a eu des rumeurs comme quoi il y a des complications. Les gens se sont un petit peu refoulés. D'ailleurs, bizarrement, il y a eu énormément de types de vaccins. Oui, énormément. Parce qu'il y a énormément de boîtes de pharmaceutiques, donc chacun... Non, vaccin concernant le Covid. Le Covid, oui, parce qu'il y a plusieurs... Mais le vaccin, il faut savoir que le Covid, il est toujours là. Hein. Oui, c'est clairement, maintenant, c'est une autre Le diagnostic, c'est la sérologie, mais il y a toujours des mutations de Covid. Donc il y a le syndrome grippal n'est pas que dû à l'influenza, il est quand même dû également au coronavirus. Et la différence, c'est les signes respiratoires. Quand on a une détresse respiratoire, on n'arrive plus à respirer, là, il faut penser au coronavirus. Et je pense même le système immunitaire un petit peu se développe. Ça, c'est les immunodéprimés. Quand on est stressé, quand on est malade, quand on a un diabète, on a une cardiopathie, ça, c'est l'immunodépression. C'est là que la grippe devient grave. Le COVID, parce qu'on devient plus pourquoi le Covid, il a tué pas mal de gens? C'est justement parce que l'immunodépression. Et quand on a l'immunodépression, systématiquement. Mais j'insiste que le vaccin de la grippe, il est très important. À rappeler à nos chers téléspectateurs. Merci beaucoup, docteur Boumaraf Wahiba. Il y a beaucoup d'informations. Énormément. Énormément d'informations et peu de temps. Donc, tout ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est prenez soin de vous et c'est le plus important pour éviter toutes ces infections saisonnières. Merci Nsrid pour cette rubrique santé. Merci à madame Boumaraf Wahiba. Peut-être un dernier message pour nos chers téléspectateurs concernant ces grippes saisonnières, ces maladies infectieuses, pour prévenir, un conseil brièvement. Ce que je m'adresse aux citoyens parce que c'est la cible de notre séance. Il faut dire que la prévention reste le meilleur remède. Et bien sûr, la maison reste le seul et le meilleur isolement avec laquelle on peut couper la chaîne de la transmission. Il faut insister sur l'hygiène des mains, le port de bavette et bien sûr boire beaucoup d'eau, de tisane. C'est bien de s'hydrater. Badigeonner avec une demi-cuillère de sel avec 250 ml d'eau, se laver le nez, la bouche, le gargouillement. C'est très efficace. Et prendre beaucoup de liquide. Voilà, et être responsable. Voilà. C'est ça. Exactement. On vous remercie énormément pour toutes ces informations. On a bien appris. Un conseil beaucoup, oui. Je pense généralement on a fait le tour. Donc le plus important, c'est on va faire de notre mieux. Prenez soin de vous et voilà. Voilà. Chers téléspectateurs, je vous dis très bientôt. On vous donne rendez-vous chaque vendredi. Donc voilà. C'est la fin de notre émission.
Voilà, merci beaucoup Farhat donc, pour ces deux thématiques hautement importantes. Donc, on rappelle que Farhat a commencé déjà avec ses invités à parler de l'importance de l'environnement. Deuxième plateau, il s'est intéressé à la vaccination. Alors, la vaccination est disponible en ce moment. Vous pouvez donc vous rapprocher des officines. Vous pouvez aussi vous rapprocher des centres là où on peut faire la vaccination afin de profiter donc de cette offre. Et rappelons que la vaccination est gratuite et surtout pour les personnes vulnérables. Et c'est vraiment le moment, d'autant plus qu'il fait très froid et la grippe s'impose de plus en plus. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous arrivons donc à la fin de notre émission. Je vous souhaite une très belle journée à